Le jour de sa naissance, on est pelotari. De la première enfance, le douanier vous poursuit. Quand vient l'adolescence, les filles vous sourient. Je m'appelle Pierre Gonzalez et je suis fabricant de Chistera. Il y a eu beaucoup de joueurs, là on est à une période un petit peu creuse, c'est-à-dire que les frontons aux États-Unis et en Amérique, notamment le Mexique, Cuba, diminuent, on va dire. Hein. Il y a un phénomène de crise, de mode aussi, je pense. La pelote n'a pas su évoluer comme certains sports, si on peut comparer au basket dans les années 80, où il a pris de l'ampleur, il s'est adapté quoi, avec le sponsoring, avec la télévision, et la pelote basque a voulu rester un peu traditionnelle et s'en mord les doigts maintenant parce que les frontons diminuent. Ça peut revenir, c'est les phénomènes de mode. En France, il n'y a pas de professionnels, il y a des indépendants qui vont jouer après sur les frontons professionnels, mais ici c'est plus des écoles. On est plus en France, on va parler du Pays Basque, hein, plus formateurs de joueurs qui iront jouer après dans les frontons professionnels. Donc ici vous avez trois écoles principales, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hossegor qui fournit pas mal de joueurs aussi. Après vous avez d'autres clubs comme Hossegor, Guétari, Bidart qui eux n'ont pas de rail à pour passer professionnel. Pas comme un footballeur. Mais ils en vivent et a priori ils ne regrettent pas puisqu'ils restent là-bas, ils sont contents. Donc oui, puis vivre de sa passion c'est toujours bien. Hein. Vous avez la même vue en haut. Oui, ça c'est le jeu de paume. Parce que ce n'est pas les Basques qui ont inventé la pelote basque, c'est le jeu des rois, le jeu de paume de la mer du. Alors, ils jouaient sur une surface de tennis, parce que le tennis descend directement du jeu de paume. Comme la pelote basque. Nous, là, ces deux jeux, celui-ci et celui-ci, se comptent comme le tennis et comme le jeu de paume, c'est-à-dire 15, 30, 40 jeux. Alors pourquoi on compte 15, 30, 40 jeux? C'est la pelote qui est divisée en 4 morceaux. 15, 30, normalement on devrait dire 45, mais 45 c'est trop long à dire, c'est pour ça qu'on dit 40, ça claque. Donc, mais toujours que ce soit en tennis, que ce soit jeu de paume, que ce soit en pelote basque, les deux derniers points il faut les faire en suivant. Voilà. Alors, ça c'est les jeux anciens. Maintenant, ça se compte 1, 2, 3, 4, 5. Le plus petit jeu, c'est 22 points à main nue. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur en Espagne qui s'est effondré au 22e point. Et ils ont dit, puisque Dieu a retiré la vie de cet homme, donc on arrête au 22e point. Oui, c'est tout bête. La plus petite, c'est 22 points. Et la plus grande, c'est 50 points. Heureusement qu'il ne va pas avoir un 3e point, parce que ça va être rapide. Oui, ça aurait été... Voilà, 50 points, pourquoi? Parce que normalement, une partie de pelote basque se compte, disons, pour 1 heure, 1 heure et demie de temps. Donc, ils ont fait à chaque jeu, disons, le comptage, disons, approprié. Alors, on dit une partie de pelote basque, on ne dit pas un match. Un match se compte en temps. Exemple, le foot, quand l'arbitre siffle la fin, vous avez un gagnant, un perdant ou égalité. Tandis que dans une partie, vous savez quand ça commence, mais vous ne savez pas quand ça va finir. Quand on dit un match de tennis, je regrette. Le record, c'est 10 ou 12 heures. Ils se sont mis il y a 2 jours pour faire une partie. Donc, oui. Et dans une partie, vous avez un gagnant et un perdant. Vous n'avez pas d'égalité. Voilà la différence entre un match et, disons, une partie. Alors là, oui, ça c'est la main nue, en haut. Et comme les pelotes sont devenues de plus en plus dures, alors qui dit pelote, dit plein. Balle, en général, c'est sous vide. Balle de tennis, balle de ping-pong, etc. Donc, pelote, parce qu'autrefois, ça vient du mot latin pila. Les Romains, c'est eux qui ont amené le jeu de pelote, disons, en France. Eux, les Romains jouaient à la pila. C'était une sorte de boule de métal. Ils s'espayaient, c'était les gladiateurs, ils s'espayaient. Bon, c'est un jeu aussi. Voilà, alors, pourquoi tous ces instruments? Parce que les Basques, il y a 3 ou 4 siècles, sont partis, disons, à l'étranger pour faire fortune. Parce que c'était des familles nombreuses. Les aînés, on leur payait les études, mais les autres, les jeunes, n'avaient pas de... Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient gardiens de troupeaux, gardiens de ferme, etc. Et quand ils sont arrivés à 21 ans, à l'âge disons, majeur, eh bien, ils sont partis à l'étranger. Et on s'est aperçu que toute l'Amérique, depuis le Canada jusqu'au sud, le Chili et l'Argentine, jouent à la pelote. Mais à ce moment-là, on ne faisait pas des tournois internationaux. Pourquoi? Parce que les voyages se faisaient en bateau et c'était 1 semaine ou 15 jours. Bon. Alors,
on a réuni tous ces pays, il y a une centaine d'années, on a fait un championnat du monde de pelote basque. Et on s'est aperçu que toute l'Amérique jouait à la pelote basque. Il y a la Malaisie, il y a les Philippines, et il y a même le Maroc qui s'y met aussi, donc, beaucoup de pays. Alors bon, on a réuni tous ces pays pour faire, disons, des règles internationales. Ils sont tous arrivés avec des pelotes et des instruments différents. Donc il y a eu une grande casse et on a gardé ces 13 instruments que je vais vous montrer. Alors la Mennu, si vous regardez un jour une partie de Mennu, Je pense que c'est tout dans... on fabrique les pelotes depuis 4 générations. Moi je suis la 3e génération, ça fait depuis 1887 que nous fabriquons des chisteras. Et mon père fabriquait les pelotes parce qu'ils n'avaient pas sûrement assez disons, de travail dans le chistera. Et il fabriquait les pelotes. Donc, mais là, nous, on ne fait pas ça. Alors voilà la pelote de main nue, hein, c'est-à-dire qui se joue à la main. J'ai coupé la pelote en deux pour voir intérieurement. Et intérieurement, voilà. Vous avez un noyau de buis, vous voyez, voilà, un noyau de buis, du caoutchouc, de la laine et 2 pots de bouton. Alors, si vous regardez bien, le noyau n'est pas au milieu. Pourquoi? Parce que quand vous enroulez, là c'est pas bien en face, mais quand vous enroulez, vous ne savez plus où est le milieu. Voilà. Donc, c'est une preuve que c'est fait à la main. De buis. Et ils enroulent avec du caoutchouc. C'est le caoutchouc, pas de synthétique, mais le caoutchouc, le jus de l'arbre caoutchouc, l'EVA. Voilà. Et le fabricant, il étire le caoutchouc et il enroule. Il tire le caoutchouc, toujours étirer le caoutchouc et enrouler, et enrouler. Et ils font des noyaux. Alors évidemment, ça va être un noyau pour les poussins, c'est-à-dire pour les gosses de moins de 10 ans. Pour les benjamins, on va en mettre un petit peu plus. Pour les minimes, un petit peu plus. Pour les cadets, plus vous montez en catégorie, plus vous mettez le caoutchouc. Mais tout est pesé au gramme près. Alors, sur le noyau approprié, le fabricant, il enroule de laine mouillée. Pourquoi mouillée? Pour ne pas que ça se désaxe. Parce que quand la pelote tape contre le fronton, la laine peut se désaxer. Parce qu'autrefois, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, elles défaisaient les chevaux pour les mettre en pelote. Mais elles enroulaient comme ça. Tandis que là, c'est mouillé et étiré pour ne pas que ça se désaxe. Et on arrive à faire une pelote de 100 grammes. On laisse sécher la pelote et là le fabricant, quelques jours après, il découpe 2 morceaux de cuir, ça c'est du mouton, voilà, en forme de semelle. Et il va laisser tremper dans une bassine d'eau pendant quelques minutes. Alors la propriété du cuir, quand il est mouillé, il s'étire, mais quand il sèche, il se rétracte. Donc le fabricant, il essore bien les 2 morceaux de cuir pour ne pas intégrer l'humidité dans la pelote et il va étirer, étaler et étirer disons, les 2 morceaux de cuir autour de la pelote de laine. Et là, il va coudre bord à bord, comme les cicatrices. Voilà. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait de boursouflure. Parce que quand on va jouer à la pelote, il ne faut pas que la pelote parte par là. Voilà. Et là, il laisse sécher pendant quelques jours. Alors évidemment, la peau, elle se rétracte et l'air qui est dedans se dégage. Le tout, c'est d'enlever l'air. Et quelques jours après, il recommence l'opération. 2 morceaux de cuir, mouillés, essorés, et là, il va recouvrir la pelote, mais pas au même endroit. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver couture sur couture. Et là, ici j'ai un tracé, je vous expliquerai après. Le fabricant, il va étaler, étirer la pelote, et il va coudre différemment, c'est-à-dire la moitié de la peau et l'autre moitié de la peau, et quand il va tirer l'aiguille et le fil, ça va faire un point. Et ensuite, il va faire soit à gauche, soit à droite, ça dépend s'il est droitier ou gaucher, et il va faire une couture, et
disons, il rembourrelait. Ça va faire ça. Là, vous ne voyez pas trop parce que c'est foncé, mais je vous la montrerai après la pelote. La pelote, elle passe dans une presse, c'est-à-dire deux plateaux. Elle va tourner pendant plusieurs minutes pour deux raisons. Une pour la rendre bien ronde et deux pour, disons, pour faire entrer la couture à l'intérieur. Parce que vous allez voir, vous pourrez passer le doigt sur la couture, vous ne sentirez pratiquement rien. Alors, ça fait 2 heures de temps. 10 plus 2, ça fait 12 heures de travail. Et elle coûte entre 100 à 130 euros la pelote. Voilà, ça donne ça. 130 euros la pelote, maximum. Et que les mains deviennent de plus en plus fragiles. Il y en a un qui a eu l'idée de faire une protection, il y a à peu près 170, 180 ans, et ça va être le début de tous les instruments que je vais vous montrer. Celui-ci, ça est un des premiers. Il y a eu plus petit, ils appellent ça le bol, parce que ça a la forme d'un bol. Ça s'appelle celui-ci le guante parce que ça chausse comme un gars. Et avec la pelote la plus dure, vous ne sentez absolument rien. Donc, comment c'est fabriqué? C'est un fabricant de pelote français qui découpe un morceau de parchemin, le mouille, et sur un moule en bois, il va étaler et étirer le morceau de parchemin. Parce que là, vous voyez, c'est beaucoup plus large que là. Dans un certain moment, il va y avoir des plis. Si vous allez voir, il y a des plis qui ont été rectifiés. Pourquoi c'est étroit là? C'est pour l'axe de la pelote. Ici, c'est plus large, c'est pour mettre la main. Alors cet endroit-là, vous voyez, puisque c'est plus petit que là, a été beaucoup plus étiré au maximum, et avec des sangles, ils l'ont attaché sur un meuble. Ils l'ont laissé sécher pendant quelques temps. Et au bout de quelques jours, ils ont recommencé l'opération. Redécouper un morceau de parchemin, remouiller, reposer. Et là, vous allez voir, il y a 3 couches de parchemin, et vous allez voir la couture là, c'est cousu à la main, parce qu'il y a à 170, 200 ans, il n'y avait pas de machine à coudre, et c'est cousu, vous allez voir, c'est quand même bien régulier. Et sur la dernière peau, ils ont mis une main en peau de mouton. Voilà, et on attache là, 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 et faites le tour de la main. En fin de compte, c'est le prolongement du bras. Alors évidemment, quand on tape dedans, on ne sent absolument rien. Pourquoi? Parce que vous allez voir, vous pourrez appuyer ici, vous allez voir, il y a des bulles d'air, et c'est ce matelas de bulles d'air qui absorbe le choc. Bon, je vais commencer par. Alors, petit problème, c'est un gant de cuir qui fait 1 kg. Donc, c'est des parties qui peuvent durer 2 à 3 heures de temps. Donc, au bout d'un moment, mais vous avez le bras qui s'allonge. Alors, on joue avec la pelote la plus grosse. Ça ne veut pas dire la plus dure. Vous voyez celle-ci? Le Lachoa, qui s'écrit L-A-X-O-A, à ne pas confondre avec Achoa, qui est un plat de viande basque. Voilà. Alors, le X en basque, c'est che. Voilà. Alors, c'est un gant de cuir qui est beaucoup plus étroit et plus long. Étroit, c'est pour économiser le poids de la pelote. Cette-ci, elle fait 130 grammes. L'autre que vous avez là fait 250 grammes. C'était par gain de terrain. Maintenant, disons, les viviers sont très espacés, c'est pour laisser passer les tracteurs, les remorques, etc. Donc le gars a coupé la hanse, mais c'était un panier qui était grossier, c'était un petit peu, vous voyez, comme ce genre-là, en châtaignier, avec des lamelles très très minces. Là, ben, après, on est arrivé à mettre, disons, des éclisses d'osier, c'est beaucoup plus souple, parce que vous voyez, c'est souple. Là, c'est dur, c'est normal, mais là, c'est souple, parce que c'est la réception de la pelote. Donc, le gars... et quand il a pris ce panier, il a joué contre les gars qui jouent avec ça. Et quand ils ont essayé, parce que celui-ci fait 350 grammes. Ça a été inventé il y a 151 ans, vous voyez, c'est pas tellement vieux. Donc, alors, le joueur attrape la pelote, normalement, il place le panier derrière. Alors, on dit 1, mais on peut dire une chistera. Parce qu'en basque, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'article. Donc, traduction en français, c'est, disons, oh, il faut un panier, donc logiquement c'est 1. Mais alors, il faut regarder le dictionnaire, le petit Larousse en ce moment, c'est masculin, mais il y a 60 ans, c'était féminin. Ils ont viré la cuitière entre temps, c'est pas grave. Le petit Robert, c'est marqué féminin ou masculin. Donc, on peut dire les deux. Donc, le joueur attrape la pelote arrive, je dis normalement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ouais. La pelote arrive là, et quand la pelote elle est plaquée contre le panier, sur un pas, il balance la pelote. Alors on peut jouer de la main droite, on peut jouer de la main gauche, et on peut jouer revers. Et vous faites ça. Si vous écoutez les speakers de rugby, ils vous disent il a fait la passe à la chistera. Pourquoi? Parce que le joueur il envoie la pelote comme ça, alors donc ils ont pris ce mot chistera. Ils vont mieux mettre chistera qu'un mot anglais, parce qu'on en a trop. Voilà. Alors, souplesse. Et il a fait plus grand pour envoyer plus loin, et évidemment, ça changeait les règles. Alors, au lieu d'attraper la pelote
comme ça, comme le petit schistera, ils se mettent en face, dans l'axe de la pelote, ils l'attrapent comme ça, ou au revers comme ça. Ah, je dis normalement. Donc la pelote, quand elle rate, elle frotte. Et quand elle est frottée, elle est freinée. Elle va jusqu'au fond du panier. Le joueur bloque la pelote, il renvoie la pelote. Mais le joueur est en mouvement. Il court vers la pelote et pendant qu'il court, il continue à courir, il renvoie. Si le joueur est arrêté, il attrape la pelote, il fait comme ça, c'est faux. L'arbitre lève la main, c'est faux. Donc il faut qu'il soit en mouvement. Il court et pendant qu'il court, il renvoie la pelote. C'est une sorte de balai entre la course du joueur et le mouvement du joueur. Alors il y a des gars qui sont stylés et d'autres qui sont un petit peu pâteaux. Ça, c'est humain, on n'échange pas. Par contre, celui-ci fait 650 à 700 grammes. C'est très lourd, il fait presque 1 kg. Alors ça c'est pas un schistera. Alors ils se sont pas cassé la tête pour trouver le nom. Pourquoi? Parce que parce que ça chausse comme un gant, remonte parce que la pelote elle remonte. Ils ne sont pas cassés la tête. Ils appellent aussi chiriste parce que la pelote elle fait chiriste. Bon, ils ne sont pas cassés la tête. Allez écrire un chiriste. Bon, c'est vrai. Alors le joueur, quand la pelote arrive, il frappe la pelote. Et quand la pelote il frappe, il fait ce geste et la pelote remonte. Là vous voyez, là elle ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'elle est canalisée. Oui, c'est arrondi ici. C'est pour lui donner la direction et la vitesse. Petit problème, presque 1 kg. Et le centre de gravité s'éloigne de la main, donc c'est beaucoup plus fatigant. Bon, c'est les Basques espagnols qui se débrouillent, c'est leur problème. Allez, 1 à 2 millions de Basques là-bas. Et le sport national basque, c'est cette pala qu'ils appellent le paletón. C'est une pala qui est très large et qui est très mince. On joue avec des bois exotiques, des bois qui sont très très durs, pour éviter que ça éclate, puisque c'est très large. Alors ici, il parle espagnol, ajustar ante de cada partido, ça veut dire ajuster avant chaque partie. Sur le flanc de la pala, qui est très mince, vous avez des grosses chevilles, et avec un maillet, on rentre les chevilles, et vous avez 2 écrous de chaque côté, et avec une clé, on resserre pour rigidifier la pala, pour éviter que ça éclate. Alors là, ils mettent ici, comme là, avec la sueur, ça glisse, ils ont mis un truc, un caoutchouc pour que la pala ne parte pas dans les airs sur le dos de quelqu'un. Toutes les palas que je vous montre, on met des lunettes. Au jokari. Oui. Voilà. Alors ceux qui ne connaissent pas, parce que là, bon, ça remonte très loin. Voilà. Ah oui, voilà. C'est un indice, voilà, ces 2 palas avec un bloc, avec une élastique, en général elle est bleue, oui. Et une pelote en mousse pour ne pas faire de dégâts. Oui. Alors pourquoi? Parce que le basque ne pouvait pas vendre des murs. Donc automatiquement il a fait cet élastique pour faire revenir la pelote. Ils jouent ça, ils ont été champions du monde plusieurs fois. Hein. Alors c'est un peu plus étroit, c'est un peu plus épais, c'est un peu plus épais, ça fait 610 grammes. Ici l'ergot est beaucoup plus prononcé. Pourquoi? C'est un bloc, si ça atterrit sur la tête ou le dos de quelqu'un, c'est toujours désagréable. Par contre la pelote, c'est très étroit, c'est très épais, 775 grammes. Posez, parce que là, vous allez voir au bout du rouleau si ça va poser. Voilà, alors, ici vous allez voir, c'est creusé ici. Pourquoi? Parce que la pelote, elle est très dure. Oui. Elle est très dure, donc à force de marteler le bois, ça a creusé. Parce que là, ce n'est pas creusé. Malgré l'épaisseur, elle a éclaté. Alors ici, le joueur, il met du chatterton. Mais le chatterton, à la longue, ça ne fait plus d'effet. Ils mettent de la résine, et avec la sueur, vous allez voir, il y a des coulées de résine sur les rebords. Je veux dire, raquette argentine au Pays Basque, ça fait bizarre, parce qu'on se dit c'est de l'importation. Donc ça s'appelle charret. Charret, ça s'écrit X-A-R-E, charret qui veut dire filet. Donc c'est avec la corde. Alors on ne tape pas dans la pelote, on réceptionne, on amortit et on renvoie. C'est un petit peu balistique, vous voyez. Hop, on fait et on renvoie. On peut jouer de la main droite, on peut jouer de la main gauche. Là, vous voyez, tout est fait à la main. Tous les nœuds sont faits à la main, tout pliage, etc. Voilà. Ça, et ça, c'est la colonne vertébrale du schistera, le support. Voilà. Le cerceau et les lattes ou côtes que vous voyez sont en châtaignier. C'est le seul bois qui soit solide et souple en même temps. Le chêne, c'est le bois le plus solide. Mais le chêne, vous ne le pliez pas. Je l'ai testé, hein, parce qu'il faut faire et ça, et ça. Le chêne, il ne plie pas. On fait des poutres, des planchers, des portes, des meubles, mais tout ce qui est pliage, ça éclate. Voilà, ça c'est la première étape. J'étais en train de finir le tressage. C'est le recouvrage du squelette avec des éclisses d'osier, c'est-à-dire une partie de l'osier, je vous expliquerai après. Ça c'est le travail du vannier, c'est de la vannerie.
C'est l'étape la plus longue, je vous dirai le temps après. Troisième étape, c'est le cuir. Vous avez mis la main dans le cuir. Oui. C'est le travail du sellier, du maroquinier ou du bourrelier. C'est les trois métiers qui touchent le cuir. Bois, je vais monter l'étage. Voilà. Et je vais mettre le morceau de bois ici. Voilà, ça c'est l'écorce qui était là. Je le mets ici. Alors ça va faire du bruit, mais c'est normal. Là, si je fais ça, vous voyez, là, je vais soulever le banc, mais je ne vais pas enlever le morceau de bois. Et là, j'ai un couteau à deux poignées qu'on appelle plane ou pleine. C'est un couteau. Alors, avec une main, je ne peux pas là, travailler. Là, je vais travailler. Je vais enlever le cœur. Il a été déjà enlevé. Mais j'enlève. Je vais enlever les côtés. Je vais écarter le bois. Je vais le mettre en carré tout le long. Là, c'est sérieux. Je ne vais pas m'esquinter la lame pour mettre des gabarits à faire. Si le joueur me demande un peu moins de poche, je vais lui mettre plus bas. S'il veut un peu plus de poche, je vais lui mettre un peu plus, un peu plus, un peu moins, un peu plus. Mais il faut que ce soit arrondi. Pourquoi? Parce que ça fait deux fonctions. Un, freinage. Deux, accélération. C'est l'antithèse, le contraire de l'autre. Voilà. Et sur ces gabarits en fer, je vais tapisser de 13 côtes. Vous avez un côté qui est symétrique, qui veut dire égal à l'autre côté. Donc ça va aller par paire. La côte qui est sur le cerceau et la côte qui est sur le cerceau sont les mêmes. Ça ne veut pas dire du même arbre. La deuxième est un peu plus courbe ici et un peu plus plat ici. Vous l'avez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtes de courbure différentes. Et vous avez le double ici. Et il y en a une au milieu qui va faire la rotondité. C'est là où la pelote va coulisser. Là aussi, c'est du châtaignier. Donc, ils vont venir faire le tour ici. Vous voyez? Ils vont faire ici. Là, ils ont cassé à force de déplier. Là, vous voyez, 1, 2, 3 d'un côté, 1, 2, 3 de l'autre, plus celle du milieu, qui font le tour et qui viennent à mourir ici. Là, vous passez les doigts, là, vous ne passez plus les doigts. Alors, 1, 2, 3 d'un côté, 1, 2, 3 de l'autre, plus celle du milieu, qui font le tour et qui viennent à mourir ici. Là, vous passez les doigts, mais là, vous ne passez plus, c'est bloqué. Et alors, on va tresser à partir de là, pas les deux en même temps, évidemment. Et quand on arrive ici, on enlève le fil de fer. Quand on arrive ici, on enlève le fil de fer. On enlève le fil de fer. 1, 2, 3 qui ont été enlevés. 1, 2, 3 qui ont été enlevés. Quand on arrive ici, je risque de tresser comme ça ou comme ça. Donc, je suis obligé de suivre la courbure. Et on va tresser jusque-là. Arrivé là, on arrête le tressage. Les 5 côtes principales sur les 7 qui ont tourné vont rentrer dans le contre-bois. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bloqué en bas, c'est bloqué en haut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va tresser de là jusque là. Là, c'est grossier. Vous voyez? Là, c'est poncé. On tresse avec de l'osier. Donc là c'est le maximum. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais il faut enlever. Alors, voilà. C'est notre travail. Et il faut enlever et en largeur et en épaisseur. Je vais vous le montrer. Alors pour cela, on va le passer dans un petit appareil. Là vous le voyez, mon fils qui fait ça. Il est fixé. Là c'est un rabot. Alors à quoi ça consiste? Vous voyez, ça brille, c'est même usé ici. C'est disons une plaque qui est plaquée contre le meuble. Et j'ai un couteau qui est à l'envers. Donc la rotondité c'est pour mettre sur le schistera. Donc je vais le poser sur la plaque. Et j'ai un couteau là qui va m'enlever la partie. Je fais comme ça. Normalement c'est avec un gars. Voilà. Et j'aurai toutes les éclisses d'osier de la même largeur et de la même épaisseur. Toucher celui qui est passé et celui qui n'est pas passé. Ah oui. Puis la coupe du bois jusqu'à la finition complète, 20 heures de travail quand ils sont dans l'atelier. Le grand schistera le plus grand, celui-ci, fait 13 à 14 heures de tressage. Je vous dis que le tressage à vannerie, c'est l'étape la plus longue. Il faut compter 130 à 140 heures et éclisse d'osier et 25 heures pour faire le total. 25 heures. Avec le cuir, hein. Alors le cuir qui est compris dedans, un fronton assez ouvert, si vous traversez le Pays Basque, vous avez ça, mais avec 4 fentes. On met le patron sur le cuir et avec un tranchet de cordonnier, on fait le tour du patron et on fait 4 fentes. Et quand on enlève le morceau de cuir, ça donne ça. Et avec la machine Singer que vous avez derrière là, il y a une centaine d'années, on va coudre 4 soufflets en tissu. Oui, 1, 2, 3, 4, autour des fentes. 1, 2, 3, 4. Vous avez mis la main dans le panier, vu intérieurement, ça donne ça. Ah et oui, c'est pour ça que je vous ai dit, on s'est consacré à faire que ça. Si on s'éparpille, on fait mal. On fait mal. C'est voilà. merveilleux. Hein, Voilà. Alors, on attache à la main, on coupe à travers
les fentes à travers le tissu et à travers, vous voyez, entre les lattes, pour la séparation des doigts. Si par exemple, si c'est une grosse main, on va laisser le fil un peu plus ample. Si c'est une petite main, on va tirer, on va serrer pour que ce soit ajusté. Tout ça, c'est fait à la main, tout est mesuré. C'est sur mesure. Et le placer sur le chitera, 2 heures de temps, mais c'est compris dans les 20 et 25 heures. Alors, dernière étape, c'est fini puisque c'est cousu de cuir. Alors, on fabrique 120 à 140 chiteras neufs par an, c'est-à-dire une dizaine par mois. C'est pas lourd, mais on a 1000 à 1500 réparations par an. Tout ce que vous voyez là-bas, derrière, tout ce qui est blanc, c'est réparé. Là, celui-ci, il est presque neuf. Là, sur le vieux aussi, vous voyez, tout ce qui est blanc, ça a été réparé. Voilà. Alors, le plus cher chitera, c'est pour ça que je ne vous ai pas dit le prix, ça fait 340 euros, celui-là. 340 euros. Donc, il faut enlever 40 euros de matériel. Le cuir, c'est la partie la plus chère, disons, de matériel. Le blosier aussi est cher. Bon, vous enlevez 40 euros, ça fait 300. Vous divisez par 25 heures, ça fait du 12 euros de l'heure. Ça fait un peu plus que le SMIC. Tous les villages, il y a des clubs, mais les petits villages, ils jouent à main nue. Pourquoi? Parce que les frontons sont petits. Pourquoi les frontons? Ils ont été faits il y a 2-3 siècles, donc automatiquement, c'est le centre de vie. Vous avez une église, un cimetière, la mairie, le bar, l'école, tout ça c'est autour d'un fronton, et le fronton, il ne peut plus s'écarter. C'est le centre de vie. Après, il faut la fête, ils dansent. Da escontu Vocea tunis o joie intera E no penare ne gitera Parisera Vanuatu Oyama esquale di Goshua Jutari gulun triste vanua Adios